Ce que j'ai dit la dernière fois concernant Jiang Tixing et la guerre de l'opium, c'est-à-dire ce qu'il nous en dit dans son autobiographie, nous a mené, vous vous en souvenez, jusqu'à la fin des 2 mois et demi qu'il a passé dans les fonctions d'intendant de circuit dans le sud de la province du Fujian au début de 1842. Et comme nous l'avions vu, ces quelques mois coïncident plus ou moins avec la période d'accalmie qui sépare les 2 phases de la guerre de l'opium. Au début de 1842, les Anglais ont bloqué l'accès à Canton. Ils se sont, mais sans s'y attaquer, ils se sont emparés de plusieurs places le long de la côte du Fujian et du Zhejiang. Attendez. Donc cette carte, maintenant, vous devez la voir à peu près, donc le long de la côte du Fujian et du Zhejiang. Et en particulier, ils se sont solidement installés à l'entrée de l'estuaire du Qiantang, c'est-à-dire la rivière qui aboutit à Hangzhou, la capitale du Zhejiang, et sur les îles Zhoushan. Et ça, je vous l'avais déjà montré, cette carte qui est assez bonne. Donc, le fleuve Qiantang, Hangzhou, l'estuaire, l'archipel du Zhoushan et la ville de Ningpo. Il passe donc l'hiver essentiellement basé à Ningpo, Zhoushan et un petit nombre d'autres endroits le long de la côte, en préparant l'offensive à venir. Et comme je l'avais aussi dit, au même moment, le gouvernement des Qing prépare une contre-offensive dont on ne doute pas à Pékin qu'elle boutera les Anglais hors de Chine une bonne fois, ou au minimum qu'elle les ramènera là d'où ils étaient partis, c'est-à-dire dans cette espèce de ghetto, confortable d'ailleurs, situé face à Canton, et où on les laissait commercer depuis le milieu du XVIIIe siècle, dans des conditions justement dont ils ne voulaient plus. Pardon. J'ai rapidement évoqué le manque de sérieux de cette contre-offensive, dont la conclusion a en effet été une totale déroute. Jiang Tixing fait une rapide allusion à la présence du général en chef de cette contre-offensive, un Mandchou nommé Yi Qing, lorsqu'il passe non loin de Suzhou sur la route du Fujian, donc pour regagner son poste. Une route qui lui fait faire d'ailleurs un assez grand détour par l'intérieur, afin d'éviter aussi bien le camp de Yi Qing qui bloque la circulation sur le Grand Canal, que la côte, bien sûr, où on se trouve directement sous la menace britannique. Mais à part ça, Jiang Tixing ne fait aucune allusion à la campagne désastreuse de Yi Qing qui a eu lieu au mois de mars 1842, donc au moment où lui-même, Jiang Tixing, occupait son poste dans le sud du Fujian. Lorsque la nouvelle de la mort de son père adoptif l'oblige à abandonner aussitôt ses fonctions, environ 3 mois plus tard, et c'est une nouvelle qu'il reçoit au Fujian le 25 avril 1842, très exactement, Jiang Tixing reprend la route pour rentrer chez lui à Yizheng et observer la période réglementaire de deuil. Or, c'est pratiquement le moment où les Anglais reprennent les opérations, sans même attendre l'arrivée des renforts considérables qui sont en route depuis l'Inde et même depuis la métropole, depuis l'Angleterre. La première ville qu'ils attaquent et dont ils s'emparent, non sans mal d'ailleurs, ceci se passe le 16 mai, est Jiapu, qui se trouve sur la rive nord de l'estuaire du Qiantang, Jiapu, donc de l'autre côté par rapport à Ningpo. Ils s'emparent donc de Jiapu, avec au début l'intention de remonter vers Hangzhou, mais pour des raisons de navigabilité, ils ont finalement renoncé à cette option. En tout cas, lorsqu'il apprend, il est en voyage donc, lorsqu'il apprend la nouvelle de la chute de Jiapu, Jiang Tixing est en train de se diriger vers le nord en remontant l'une des rivières qui drainent le Fujian, et il se trouve alors non loin de la frontière du Jiangxi. Alors, cette carte, qui est extraite du vieux livre de John Fairbank sur le commerce
enfin l'établissement donc du commerce sino-étranger après la guerre de l'opium est assez pratique parce qu'elle montre, elle donne à voir tous les endroits qui nous intéressent, enfin qui m'intéressent dans ce passage. Donc tout le trajet fait par Jiang Tixing, dans les deux sens d'ailleurs. Donc partant de Fuzhou, la capitale du Fujian, par où il est passé avant de quitter, après avoir quitté son poste, remontant cette rivière jusqu'à l'endroit appelé Chong'an. Et à cet endroit, je ne sais pas si ça se voit bien clairement sur la carte, on arrive en haut du cours de cette rivière et il y a un passage un passage par portage, donc par voie de terre pour passer de l'autre côté de la ligne de partage des eaux. Et à partir de là, il aurait eu l'option d'obliquer vers le nord-est et de regagner le Zhejiang, de regagner Hangzhou, en fait, et ensuite de regagner la tête du Grand Canal, donc tout près de Yizheng. Donc, il aurait pu, attendez cette flèche, voilà, il aurait pu prendre cette route, ce fleuve, arriver à Hangzhou, et là, à Hangzhou ici, et là, passer par le Grand Canal. Et Yizheng, je vous rappelle, se trouve à peu près à cet endroit. Donc il aurait pu faire ça, mais ça aurait été la voie la plus directe. Mais on apprend aussi que c'est l'alerte, après la chute de Jiapu, c'est l'alerte générale au Zhejiang, que tous les marchands refluent vers le sud et que du coup les rivières sont impraticables pour cause d'encombrement. Et donc Jiang Tixing décide de refaire le même chemin qu'à l'aller, c'est-à-dire donc à partir de Chong'an, en passant cette section par voie de terre, et ensuite en se dirigeant vers Nanchang, la capitale du Jiangxi, et en rejoignant le Yangtze, qu'il descend donc en passant à proximité de Nankin jusque chez lui à Yizheng. Et il arrive chez lui le 13 juillet 1842. À quelques jours près, il aurait pu se retrouver face à face avec la flotte anglaise sur le Yangtze. Il écrit dans son autobiographie, en faisant d'ailleurs quelques erreurs factuelles ou de détails, il écrit que les Anglais ont pénétré dans le fleuve 2 jours après son retour à Yizheng. À partir de quel point Jiang Tixing considère qu'on a pénétré dans le Yangtze, il emploie l'expression zhujiang, donc entrer dans le fleuve, ce n'est pas tout à fait clair, mais en tout cas, il note qu'avant cela, les Anglais s'étaient déjà emparés de Shanghai, et la ville avait été, ils avaient trouvé la ville quasi abandonnée, et que le gouverneur général du Jiangnan, qui était un nommé Niu Tian, qui s'y trouvait, d'après, j'ai pas réussi à vérifier si c'était vraiment le cas, mais en tout cas, d'après Jiang Tixing, qui se trouvait à Shanghai, avait pris la fuite jusqu'à Zhenjiang avec l'escadre britannique à ses trousses. Donc Zhenjiang, ce qui est écrit Xinjiang, ici c'est la vieille orthographe. Voilà, donc de Shanghai jusqu'à Zhenjiang. À ses trousses, bien sûr, c'est une façon de parler. En effet, il faut bien réaliser que tout cela se déroulait dans un temps extrêmement lent, un temps étiré en quelque sorte. L'escadre qui a entrepris de remonter le Yangtze depuis Shanghai, ou plus exactement depuis Wusong, qui est le dispositif fortifié qui protégeait les abords de Shanghai au confluent de la rivière du même nom avec le Yangtze. D'ailleurs, sur cette carte, on voit Wusong. Et en fait, le Huangpu, la fameuse rivière de Shanghai, qui est également mentionnée dans tous les documents de l'époque, occidentaux en tout cas, était un affluent de la rivière Wusong. Et donc, l'embouchure de cette rivière était le point qui contrôlait l'accès à Shanghai depuis le Yangtze. Donc, lorsque les Anglais sont partis depuis les forts de Wusong, qu'il avait d'abord fallu bombarder et conquérir avant de s'emparer de Shanghai, la flotte anglaise, britannique, a dû commencer par rester sur place 2 semaines entières en attendant que les embarcations qui avaient été envoyées en avant pour faire des sondages et pour marquer le chenal que les navires pourraient ensuite emprunter en toute sécurité aient fini leur travail. Cette escadre britannique ne comptait pas moins de 75 navires, mais elle formait un ensemble des plus hétérogènes.
Il y avait en effet de tout. Il y avait des gros et des petits voiliers, il y avait des frégates, il y avait des transports de troupes, et il y avait aussi une dizaine de navires à faible tirant d'eau et propulsés à la vapeur. Et en fait, c'est une première dans l'histoire de la guerre navale, la guerre de l'opium, de ce point de vue-là. Donc des bateaux avec des roues à aubes et des moteurs des machines à vapeur, dont le rôle a été tout à fait crucial dans cette guerre pour compenser la lourdeur des bateaux à voile et leur dépendance au régime des vents, en les remorquant pour se mettre par exemple en position de combat et donc de bombarder, ou simplement pour avancer. Et en fait, la dernière section, avant d'arriver à Nankin, les gros bateaux amiraux superbes, les voiliers de l'ancien temps, étaient remorqués péniblement par des petites barques à vapeur qui les ont amenés jusque sous les murs de Nankin. Et l'une, la plus célèbre de ces barques à vapeur, enfin j'appelle des barques à vapeur, c'est quand même des bateaux métalliques et avec moteur à vapeur, s'appelait la Némésis et avait participé aux tout premiers épisodes de la guerre de l'opium. Et son nom est très connu en fait dans la littérature. En tout cas, la progression d'une pareille armada le long du Yangtze jusqu'à Zhenjiang, donc, avec force zigzag et échouage involontaire, ce qui obligeait à attendre la marée pour se désembourber, puisque jusqu'à hauteur de Zhenjiang et au-delà, le Yangtze est sensible aux marées. De plus, étiré sur plus de 40 km à la fin, parce que tout le monde n'allait pas à la même vitesse. Donc cette progression a été extrêmement difficile et elle a pris 2 autres semaines. Et à cela s'ajoutait aussi la difficulté, s'ajoutait à toutes ces difficultés le fait que la maladie, toutes sortes de maladies, faisaient de véritables ravages parmi les équipages et parmi les troupes embarquées. En tout cas, Zhenjiang est prise de haute lutte le 21 juillet 1842, et Zhenjiang était une préfecture d'importance absolument cruciale puisqu'elle commandait, comme vous le voyez, l'accès au Grand Canal aussi bien au nord qu'au sud du Yangtze. Et que prendre cette ville permettait donc de couper l'approvisionnement de Pékin depuis le Jiangnan. Encore que cette année particulière, lorsque les Anglais sont arrivés, les flottes du tribut étaient déjà parties vers le nord. Mais malgré tout, après la prise de Zhenjiang, l'empereur et la cour n'avaient plus d'autre choix que la négociation, alors même que les Anglais poursuivaient leur chemin jusque sous les murs de Nankin, donc, qui était la grande métropole régionale. Comme nous l'avons vu, donc, Jiang Tixing est arrivé à Yizheng, qui est situé légèrement en amont de Zhenjiang, mais sur l'autre rive, le 13 juillet. Et à ce moment, l'escadre anglaise avait remporté ses premières victoires et elle s'approchait lentement, encore une fois, elle s'approchait de l'embouchure du Grand Canal. Toute la région du Yangtze, nous dit Jiang Tixing, je cite, résonnait du bruit incessant des canonnades, les feux d'alarme illuminaient le ciel, et la sous-préfecture entière, c'est-à-dire Yizheng, sa sous-préfecture, était en ébullition. Cette description donc nous donne une idée de l'impact psychologique de l'avance anglaise. Et il y avait en effet de quoi être en ébullition. Le commandement anglais était bien décidé à faire comprendre au Qing qu'il avait les moyens de paralyser le trafic sur la plus grande artère fluviale de l'Empire, donc sur le Yangtze. Et pour que le message passe, les capitaines et les équipages étaient laissés libres de capturer et de piller toutes les jonques qui passaient à leur portée sur le fleuve, tout en multipliant les raies sur la terre ferme pour aller s'approvisionner. À Yizheng, donc, tout de suite après le retour de Jiang Tixing, c'est la panique. La rumeur court que les barbares vont arriver d'un jour à l'autre pour piller la ville de fond en comble. Les habitants partent avec femmes et enfants, et les chemins sont encombrés de fuyards qui sont la proie des bandits locaux, etc., etc. Et en fait, les bandits locaux sont bien plus à craindre que d'hypothétiques Anglais. Jiang Tixing, lui, garde son sang-froid, mais il tient quand même prête une équipe de porteurs grassement payés pour emmener les siens à l'abri en cas d'alerte sérieuse. Ce qui ne tarde d'ailleurs pas à faire, tant tout le monde a peur. Et la dizaine de personnes qui composent sa maisonnée se retrouvent bientôt dans un village des environs dont les résidents se sont efficacement organisés pour résister aux attaques, non pas des Anglais, mais des bandits, enfin de tous les pillards qui sillonnaient la région.
Jiang Tixing lui-même, qui, en plus de tous ses soucis, a le souci d'assurer la sécurité de la dépouille de son père adoptif, Jiang Tixing lui-même refusera de bouger de chez lui pendant toute la durée des événements. D'ailleurs, nous dit-il, il souffre à ce moment-là de malaria et il aurait été incapable d'aller très loin. Il mentionne plusieurs chaudes alertes, mais en fin de compte, rien ne se passe. Et Jiang Tixing se félicitera après coup d'avoir conservé aussi bien son sang-froid que ses biens, qu'il n'a jamais quittés, alors que ceux qui s'enfuyaient avec des malles pleines d'objets et d'effets emportés à la hâte s'en sont fait voler la plus grande partie sur les routes. En réalité, la stratégie des Anglais n'était pas de s'emparer des villes, autres que les points d'appui militaires le long du fleuve. Mais les villes vivaient dans la terreur d'être attaquées et pillées, et elles étaient prêtes à acheter leur tranquillité. Et c'est bien ce qu'ont fait les autorités et les marchands de Yangzhou. Nous avions vu la dernière fois que, alors que les Anglais étaient encore à Ningpo, les notables de Yangzhou avaient décidé d'emprunter 50 000 taels, donc 50 000 onces d'argent, à l'administration du monopole du sel pour renforcer les défenses de la ville. L'administration de la Gabelle à Yangzhou, comme je l'avais indiqué, détenait toujours des sommes considérables et les marchands du monopole ne pouvaient pas refuser quand on les sollicitait. Mais cette fois, c'est une somme avec un zéro de plus qui est avancée par l'administration de la Gabelle et qui est offerte aux Anglais en échange de la promesse de ne pas attaquer Yangzhou, qui leur est offerte, comme le dit Jiang Tixing, pour les soudoyer afin d'avoir la paix. Dans la mesure où l'expédition britannique mettait la main sur tout ce qui pouvait l'aider à recouper ses dépenses, de tels pots de vin étaient bien sûr bienvenus et ils étaient même, comme dans ce cas-là, et comme dans tous les cas, encouragés par la menace. Donc si vous ne payez pas, nous vous attaquons. Certaines sources affirment, j'ai parlé d'une somme avec un zéro de plus, certaines sources affirment que les Anglais avaient exigé 600 000 taels en échange de la tranquillité de Yangzhou, mais qu'ils avaient en fin de compte accepté de baisser de moitié. À vrai dire, le chiffre exact importe peu, c'est l'ordre de grandeur qui importe et qui est suffisamment parlant. Or, Jiang Tixing n'approuve visiblement pas cette façon de céder à l'arrogance britannique qu'il souligne dans son texte, et c'est aussi ce que suggère assez clairement le ton sur lequel il mentionne l'achat de la paix par les fonctionnaires de Yangzhou, au début d'une sorte de conclusion sur la guerre de l'opium qui se place dans l'autobiographie à la fin des pages consacrées à tout cet épisode et que je vous ai résumé, et qui me semble une sorte de conclusion qui me semble assez représentative de ce qui était l'opinion dominante dans de larges milieux de l'élite lettrée. La suite du même passage évoque la signature du traité de Nankin à la fin du mois d'août 1842. Jiang Tixing la commente de façon, cette fois-ci, tout à fait explicite. Et je le cite, « Au 9e mois lunaire », là il se trompe, en fait c'était le 7e, mais peu importe, donc au 9e mois lunaire, à Nankin, le grand secrétaire Qiying invita les chefs anglais à pénétrer à l'intérieur des murailles. Il les régala de la façon la plus somptueuse et il accepta de leur verser pour leurs dépenses militaires la somme de 41 millions de livres. Ce traité signé au pied des murailles, quelle honte extrême. Le grand secrétaire Qiying, qui était encore un membre de la famille impériale, il avait participé aux opérations plutôt malheureuses les semaines précédentes et il avait été désigné par l'empereur comme plénipotentiaire pour les négociations avec les Anglais devant Nankin. Et Jiang Tixing évoque ensuite, toujours dans cette même conclusion, une conversation avec un de ses collègues, un certain Chen Yunai, peu importe son nom, qui était en fait un de ceux qui avaient négocié avec les Anglais pour épargner Yangzhou. Donc il évoque une conversation qui a dû avoir lieu peu après le traité de Nankin et qui suggère en effet un certain malaise. Et je cite encore tout ce texte. Chen, il s'appelle Chen, donc. Chen me demanda, dans 1000 ans, ce que nous avons fait, c'est-à-dire de sauver des vies, autrement dit en renonçant à résister, est-ce que l'opinion dira que nous avons eu raison ou que nous avons eu tort? Je restai muet. Il reprit. C'est sans doute que nous avons eu tort. Je ne répondis toujours pas. Mais après un long silence, je dis « J'ai lu la dernière phrase du mémoire du gouverneur général Niu Tien, dans laquelle il disait
J'implore votre Majesté de décider au plus vite d'un grand plan pour sauver les vies de vos ministres et de votre peuple. Il y a de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. Se laisser effrayer par des propos menaçants, espérer obtenir la paix en payant un pot de vin, ça ne peut que marcher. Si les hauts fonctionnaires provinciaux sont dans de telles dispositions, comment pourrait-il encore y avoir une raison céleste ? Fin de citation. Et Jiang Tixing mentionne encore une autre conversation, apparemment plus tardive, au cours de laquelle il se plaint de la pusillanimité des gouverneurs provinciaux et de leur incompétence militaire après une longue période de paix, comme il dit. Et il ajoute, je cite encore, « Les barbares anglais n'ont absolument aucun talent. En outre, ils n'avaient pas l'intention de prendre des villes ou d'occuper notre territoire. Quand les hauts fonctionnaires ont eu vent de l'alerte, leur premier soin a été de prendre la fuite. Et les rebelles avançaient à mesure qu'on leur cédait. Je crains bien que lorsque nos armées montrent leur faiblesse, les bandits en conçoivent de mauvais desseins. Ce n'est pas un problème de faible importance. » Fin de citation. Et il ne fait aucun doute que le sentiment d'humiliation causé par le traité de Nankin, lequel était une capitulation, même si ce n'était pas exactement présenté comme cela, il ne fait aucun doute que ce sentiment d'humiliation était partagé par quiconque disposait d'un minimum d'accès à l'information en Chine et avait eu vent des événements, et cela faisait quand même pas mal de monde. Un siècle et demi plus tard, au moment de la rétrocession de Hong Kong, donc en 1997, ce sentiment continuait d'être efficacement exploité, ou je dirais plutôt efficacement réchauffé, par le gouvernement chinois, comme, je m'en souviens très bien, comme on pouvait s'en convaincre en circulant à Pékin à cette époque. Les chauffeurs de taxi vous faisaient des grandes tirades sur la honte du traité de Nankin. Mais ceci est une chose. L'autre chose, c'est de savoir dans quelle mesure on aurait pu éviter cette humiliation. Ou pour le dire autrement, était-il simplement possible de résister à la puissance militaire anglaise ? Les opinions des contemporains varient là-dessus, ou variaient. Jiang Tixing se contente de dire que les gouverneurs en charge de défendre les provinces, pour lesquels il emploie le terme Tianli, qui a cette connotation de défendre les frontières, plutôt que simplement d'administrer un territoire. Donc, il se contente de dire que les gouverneurs provinciaux sont nuls et que ce sont des couards. Autrement dit, s'ils avaient montré un peu plus de fermeté, les Anglais n'auraient jamais pénétré dans l'intérieur de l'Empire, ce qui n'était de toute façon pas dans leurs intentions. Ce n'est donc pas exactement le même discours que celui des bellicistes de la cour qui poussaient l'empereur Daoguang à partir en guerre dans tous les cas pour balayer l'agresseur. Mais enfin, il y a quand même cette notion que c'est avant tout la posture morale, le courage finalement, qui compte pour tenir tête à l'ennemi et prévenir de graves conséquences à long terme, pour ne pas faire en sorte que l'ennemi avance à mesure qu'on lui cède, comme il le disait tout à l'heure, et pour ne pas céder systématiquement sous prétexte de sauver des vies. Visiblement, Jiang Tixing continue à vivre sur l'illusion partagée par l'empereur dans ses édits, qu'on peut lire en grand nombre dans les chroniques véridiques de son règne, continue à vivre sur l'illusion que les Anglais ne sont dangereux que depuis leur bateau et qu'on aurait pu leur résister. Mais alors que l'empereur, bien obligé, finit par accepter l'argument qu'il faut préserver les vies, donc accepter les conditions des Anglais pour éviter qu'ils ne repartent en guerre, Jiang Tixing, lui, pense que c'est de la lâcheté. Ce dilemme, encore une fois, c'est celui de toute une génération. Je m'y étais intéressé de près, il y a maintenant un assez bon nombre d'années, en étudiant une pièce de théâtre, une pièce de Kun Fu, c'est-à-dire le style d'opéra du Sud, composé environ une quinzaine d'années après la guerre de l'opium, dont l'auteur est un certain Huang Xieching, et qui porte le titre Tu Guantian, c'est-à-dire le miroir du fonctionnaire. Et je vous donne sur la feuille la référence de cet article que je vous invite à lire parce que j'en suis assez content, je dois dire. Dans les premières scènes de la pièce, le héros, qui est un jeune fonctionnaire modèle, et Tu Guantian, le miroir du fonctionnaire, est le titre en fait du manuel d'administration que lui a transmis son père à sa première nomination. Le héros de la pièce, donc, se trouve étroitement mêlé au combat de la deuxième phase de la guerre de l'opium. Et cela nous donne droit à de belles scènes de bataille avec des Chinois très courageux et des Anglais très retors mais très peureux et, comme il se doit, mis en déroute. Mais l'une des scènes les plus fortes de la pièce est celle où le héros fait quasiment une dépression
en évoquant après coup la signature du traité de Nankin, dont il a été témoin, et plus particulièrement le spectacle des chefs anglais invités dans la ville de Nankin et y pénétrant, et là je cite le texte, y pénétrant chevauchant deux à deux, tout joyeux, plein de satisfaction. Il y avait vraiment de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. Donc toujours la même exclamation que Jiang Tixing. Et là, à partir de là, il commence à chanter, ce que je ne ferai pas, boucle frisée, regard de démon, sûr d'eux-mêmes et méprisant, etc., etc. Huang Xiqing, l'auteur de la pièce, habitait près de Jiapu et il avait vu de très près l'attaque britannique à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Et il avait été obligé de fuir avec sa famille. L'expérience est donc assez proche de celle de Jiang Tixing. Et comme ce dernier, Huang Xiqing tient par le truchement de son héros des propos reprochant au régime de s'être laissé humilier en refusant le combat. Un combat dont il sait pourtant pertinemment qu'il aurait fini en désastre. Les réactions rageuses de Jiang Tixing dans son autobiographie et du héros de la pièce de Huang Xiqing à la conclusion des négociations de Nankin, qu'il considère comme une honte, sont représentatives, encore une fois, d'un courant d'opinion qui ne s'exprime jamais avec une pareille franchise, ou même avec on pourrait même dire avec une pareille violence, dans les écrits appartenant à des genres plus distingués qu'une autobiographie intime, comme dans le cas de Jiang Tixing, ou une autobiographie informelle, si vous voulez, ou, comme dans le cas de Huang Xiqing, dans une pièce de théâtre. Et c'est bien la raison pour laquelle il m'a paru intéressant de consacrer un moment au témoignage de Jiang Tixing sur ce qu'il a vu de la guerre de l'opium et surtout de consacrer un moment à la façon dont on le voit réagir aux événements. Cela étant, ce qu'on trouve dans son autobiographie ne fait en fin de compte qu'ajouter quelques touches originales du point de vue de l'information brute à un tableau déjà assez bien connu. En revanche, ce que je vais avoir à dire à présent de la situation dans la province du Sichuan, tel que Jiang Tixing l'a décrit dans son autobiographie, est, autant que je sache, entièrement inédit. Et je crois que c'est assez spectaculaire. Plusieurs années se sont écoulées depuis les événements dont nous venons de parler. Jiang Tixing a accompli la période de deuil pour son père adoptif, il est retourné à Pékin pour attendre une nouvelle affectation, et au début 1845, après 4 mois d'attente, il a été nommé intendant chargé des approvisionnements en grains dans la province du Shanxi. Et comme je l'avais noté, j'avais déjà mentionné cela, c'est son premier poste dans les hautes sphères de la bureaucratie provinciale. Et dans ce poste, Jiang Tixing est posté à Xi'an, qui est la capitale du Shanxi. Il y reste un peu plus de 2 ans, et pendant les 6 derniers mois, il remplit également les fonctions de juge provincial comme intérimaire. Il est donc bien préparé pour son affectation suivante, qui lui est notifiée au milieu de 1847, à savoir juge provincial titulaire du Sichuan. Avant de regagner ce poste, cependant, Jiang Tixing obtient le droit de repasser par Pékin, ce qui représente plusieurs mois supplémentaires en déplacement, pour être reçu en audience par l'empereur Daoguang. J'ai fait allusion la dernière fois au compte-rendu hyper détaillé que Jiang Tixing nous fait de ses nombreuses audiences avec les empereurs Daoguang et Xianfeng, et aussi à ce que ces comptes-rendus révèlent des préoccupations et même de la personnalité de ces 2 souverains beaucoup moins bien connus que leurs célèbres prédécesseurs au XVIIIe siècle. Les audiences auxquelles Jiang Tixing se rend donc en septembre 1847, et il est convoqué 3 jours de suite, la seconde audience en particulier nous donne à entendre les propos tenus par Daoguang sur l'administration de la justice, ou plus exactement sur la façon dont la justice est, d'après lui, mal administrée. Ce qui n'est pas sans intérêt si l'on remarque que la première moitié du XIXe siècle, qui inclut donc tout le règne de Daoguang, 1821 à 1850, que la première moitié du XIXe siècle est une des périodes les plus brillantes et les plus productives de la science juridique chinoise. Quoi qu'il en soit, d'emblée, l'empereur prévient son interlocuteur que sa tâche va être difficile. Le Sichuan, affirme-t-il, est la province la plus chargée en affaires judiciaires. Et il ajoute que c'est ce qu'on peut constater année après année au moment des assises d'automne, c'est-à-dire des Qiushen,
autrement dit de cette session annuelle au cours de laquelle les autorités judiciaires centrales passaient en revue les cas de tous les condamnés à mort dans l'Empire et décidaient des condamnations qui seraient exécutées dans l'année, parmi lesquelles encore l'empereur faisait sa propre sélection en fin de parcours. En tout cas, à chaque fois, explique Dao Guang, on passe une journée entière sur les affaires communiquées par le Sichuan, et il y a tellement de crimes graves qu'on est obligé de réduire artificiellement le nombre des condamnations immédiatement exécutoires. Et plus tard, dans son récit, Jiang Tixing confirmera en effet que le Sichuan envoie chaque année 700 à 800 dossiers de crimes capitaux pour examen aux assises d'automne, bien plus qu'aucune autre province de l'Empire. Et pourtant, affirme encore l'empereur, si la justice pêche, au Sichuan comme ailleurs, ce n'est pas par excès de sévérité, c'est bien par excès d'indulgence. Et là, il met en garde Jiang Tixing contre cette tendance, détestable d'après lui, à tout faire pour limiter l'application effective de la peine de mort. Limiter l'application effective de la peine de mort, en d'autres termes, pour, comme on dit, sauver les personnes en vie plutôt que les personnes déjà mortes. Les personnes en vie, ce sont les criminels, et les morts, ce sont leurs victimes, dont l'âme ne sera en paix que lorsque leur mort aura été repayée par celle de la personne qui les a tués, conformément au principe de compensation d'une vie par une autre, qui est une des bases du système pénal chinois. Or, si l'on exécute le criminel, l'âme de la victime sera en paix, bien sûr, mais ça fera une vie en moins. Cette obsession à préserver les vies, Dao Guang, donc l'empereur, l'attribue aux conseillers juridiques des fonctionnaires, à ces spécialistes dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, et qui ont compté en effet parmi les acteurs importants du renouveau de la science juridique chinoise dans la première moitié du XIXe siècle. En réalité, les muyos, ou secrétaires privés, littéralement les amis de tante, dont j'avais parlé, sont loin d'être les seuls en cause. Et ce vitalisme juridique, si je puis l'appeler ainsi, était largement partagé au sein de la fonction publique. Et la raison par laquelle il s'expliquait, au premier chef, c'était la crainte religieuse de la rétribution promise à quiconque a causé une mort injuste ou a causé trop de morts. Et à l'inverse, c'était l'espoir d'accumuler des mérites en sauvant des vies. Tout le monde, ou presque, croyait dur comme fer à ce principe de rétribution, Jiang Tixing le premier, et il en parle très souvent dans son autobiographie. Pour l'empereur, c'est en fait en négligeant les intérêts des victimes qu'on commet des injustices et qu'on se réserve des ennuis futurs, donc de mauvaises rétributions. Quoi qu'il en soit, Jiang Tixing va découvrir dès son arrivée au Sichuan que la situation chaotique qui y règne est tout sauf favorable à l'exercice d'une justice criminelle impartiale et objective, que le respect de la vie n'est pas la préoccupation première des personnes chargées de maintenir l'ordre, et qu'il va avoir beaucoup à faire pour freiner les excès en tout genre. Le tableau qui ressort des plus de 25 pages consacrées aux pas tout à fait 2 ans que Jiang Tixing a passé au Sichuan est en fait un tableau assez saisissant. La province du Sichuan, comme vous le savez, est un vaste et fertile bassin, qu'on appelle parfois le bassin rouge, un vaste et fertile bassin situé sur le cours supérieur du Yangtze, à l'ouest de l'Empire, entouré de montagnes, dont les plus hautes, bien sûr, sont le massif tibétain, à l'ouest. C'est une province à laquelle on accède difficilement, que ce soit depuis le nord, donc depuis le Shanxi, où on est obligé de passer par des chemins de montagne impossibles, en particulier ces fameux chemins suspendus le long des gorges, qui existaient depuis l'Antiquité, que ce soit depuis le nord, donc, ou que ce soit depuis l'est par les fameuses gorges du Yangtze. Le bassin central, c'est-à-dire la plaine de Chengdu, est une des régions les plus riches et les plus productives de l'Empire. Alors sur cette carte, qui est extraite d'un article de William Skinner, la partie mise en grisé, en quelque sorte, correspond plus ou moins à ce bassin central. En fait, dans ses théories à lui, elle correspond à ce qu'il appelle le corps, le cœur d'une région naturelle, c'est-à-dire les régions les plus densément peuplées et les plus productives. Donc ça donne une bonne idée de cette topographie. Donc, la plaine de Chengdu est une des régions les plus riches et les plus productives de Chine depuis longtemps.
À la fin des années 1840, la population officielle du Sichuan approchait les 45 millions, au terme d'une croissance dans les chiffres qui ne laisse d'ailleurs pas de surprendre et qui suggère, à vrai dire, une très forte sous-estimation au XVIIIe siècle. Mais pour toutes sortes de raisons qu'il serait trop long de développer ici, mais qui ont fait couler beaucoup d'encre, le rapport entre la réalité démographique au Sichuan et les chiffres rapportés au gouvernement central est difficile, en fait, pratiquement, à mon avis, pratiquement impossible à évaluer. L'une des raisons de cette discrépance, malgré tout, c'est l'existence d'une nombreuse population de vagabonds non enregistrés, dont je vais reparler dans un instant. Le Sichuan est aussi un des plus anciens centres de la civilisation chinoise, et il a connu une histoire assez chaotique, avec des périodes d'indépendance et des épisodes de reconquête violente. Pendant la transition entre les Ming et les Qing, au XVIIe siècle, le Sichuan a vécu environ 2 ans sous la dictature sanglante d'un des chefs rebelles qui s'était soulevé contre les Ming, un nommé Zhang Xianzhong, avant d'être conquis par les forces mandchoues au début de 1647. Toutes les sources confirment qu'à l'issue de la transition dynastique, la plaine de Chengdu s'est retrouvée exsangue et complètement dépeuplée. Zhang Xianzhong a été décrit par la suite comme atteint d'une sorte de folie génocidaire et il a été tenu pour responsable, quasiment à lui tout seul, de cette situation. Mais en fait, la dépopulation du Sichuan au milieu du XVIIe siècle, qui n'est pas niable, a certainement eu beaucoup d'autres causes que la simple cruauté de Zhang Xianzhong. En tout cas, dès le début des Qing, le Sichuan est devenu une terre d'immigration massive. Son économie s'est peu à peu reconstruite, les terres abandonnées ont progressivement été remises en culture, jusqu'à dépasser largement les niveaux de population, de défrichement et de production de l'époque des Ming. Dès avant le milieu du XVIIIe siècle, en fait, le Sichuan était devenu l'un des greniers à riz de l'Empire, qui exportait massivement vers l'aval de la plaine de la vallée du Yangtze. Le problème, cependant, c'est que l'afflux d'immigrants arrivant des provinces de l'aval, encouragé, semble-t-il, par des taux d'imposition sur les terres cultivées exceptionnellement généreux, n'a pas cessé et qu'il s'est poursuivi bien au-delà des capacités d'absorption de la province en termes de terres cultivables, même au prix des efforts de défrichement les plus extrêmes, donnant donc ces collines complètement défrichées en terrasses jusqu'au sommet, etc. Toutes ces choses qui nous sont familières par des photos récentes existaient déjà à un point extrême dans le Sichuan de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Si bien que le Sichuan, là encore, dès le XVIIIe siècle, était dans une situation paradoxale où son économie était toujours aussi productive, mais où la société était déstabilisée par l'existence d'une population de plus en plus nombreuse d'individus sans terre et sans emploi, et que cela entretenait un climat permanent de violence et d'insécurité. Cette situation avait eu le temps de se dégrader considérablement pendant les décennies précédant l'arrivée de Jiang Tixing au Sichuan, disons en gros pendant la première moitié du XIXe siècle. La croissance démographique a continué sur sa lancée, même si elle n'a probablement pas été aussi spectaculaire que ne le suggèrent les chiffres officiels. Tout indique un appauvrissement tendanciel de la population, et enfin, la région a progressivement perdu sa capacité à être un gros exportateur de grains vers la Chine orientale. En tout cas, ce que nous en dit Jiang Tixing suggère une société soumise à des tensions qui la mettent au bord de l'explosion. Le problème dont il parle en premier lieu, dans la partie de son autobiographie consacrée à son séjour au Sichuan, c'est le banditisme. Et en l'occurrence, il parle surtout d'une catégorie particulière de bandits, et particulière au Sichuan, qui sont les bandits les guofei, plus souvent appelés les guolu ou encore les goluzi ou d'autres variantes encore. Ces golus sont souvent cités dans les sources administratives et dans toutes sortes d'autres écrits, et les spécialistes modernes se sont beaucoup interrogés sur leur origine. Les Golus semblent être d'abord apparus dans la région de Chongqing, donc la préfecture située
situé ici, et qui contrôle, situé au confluent du Yangtze et de son principal affluent, au Sichuan, c'est-à-dire le Jialing, et qui contrôle donc tout l'est du bassin central du Sichuan. Donc, il semble être d'abord apparu dans la région de Chongqing, peut-être parmi des groupes d'immigrants venus depuis très loin à l'est, donc depuis la province de Fujian, justement, après la chute des Ming. Et certains historiens ont assimilé les Goulous à l'une des principales sociétés secrètes à l'époque des Qing, qui est la société qu'on appelle, enfin en traduction, la société des aînés et des anciens, la Gelaohui. Goulou pourrait être une sorte de distorsion de prononciation sichuanaise de Gelao, mais les spécialistes se disputent là-dessus. Apparemment, il n'y a pas de spécialistes qui ont la même idée de la prononciation sichuanaise. À vrai dire, ça n'a pas beaucoup d'importance, encore que, comme on l'a fait remarquer, les Goulous du Sichuan agissaient en fait par petits groupes indépendants et avaient un comportement purement prédateur qui contrastait donc très fortement avec l'organisation très hiérarchisée et très ritualisée des sociétés secrètes. Donc la connexion entre les Goulous et la Gelaohui ne semble pas évidente à tout le monde. De façon plus importante, la localisation autour de Chongqing, qui est apparemment restée une plaque, enfin Chongqing est apparemment restée une plaque tournante pendant toute la durée des Qing, s'explique par le fait que les Goulous se recrutaient principalement parmi les matelots et surtout parmi les équipes extrêmement nombreuses de haleurs qui tractaient les cargaisons de marchandises remontant le Yangtze à travers les gorges et jusqu'à Chongqing. Et Chongqing était une sorte de terminus à partir duquel les marchandises étaient transbordées sur des embarcations locales, naviguant sur les rivières locales et maniées par des bateliers locaux. Il existe un texte d'un fonctionnaire du début du XIXe siècle, un fonctionnaire assez connu d'ailleurs, expliquant de façon extrêmement claire comment, du seul fait de la topographie, la circulation fluviale entre le moyen Yangtze et le Sichuan fonctionne de façon, pourrait-on dire, asymétrique. Dans la mesure où les bateaux montants ont besoin d'équipes beaucoup plus nombreuses de haleurs pour les tracter contre le courant qu'il n'en faut aux bateaux descendants pour les retenir dans les rapides des Trois Gorges, il y a un solde positif, si l'on peut dire, de haleurs qui restent bloqués à Chongqing, sans travail et sans moyen de survivre, autre que la mendicité ou justement les larcins et le banditisme. C'est plus ou moins ce qu'explique lui aussi Jiang Tixing, et en particulier c'est plus ou moins ce qu'il expliquera plus tard à l'empereur Daoguang, lorsque celui-ci lui demandera comment il se fait qu'il y ait tellement de vagabonds et de malfaiteurs dans une province aussi prospère. Mais ce qui est, je crois, unique chez Jiang Tixing, c'est le réalisme de la description qu'il donne des comportements et des méfaits des Goulous, et plus généralement des vagabonds qui se répandent partout dans les villes et les villages du Sichuan. Et plus encore, c'est le récit assez hallucinant de la répression à laquelle il a été, qu'il le veuille ou non, associé, puisqu'il était chef de l'appareil judiciaire de la province. Les bandits Goulous, donc, assassinent en public, ils pillent, ils kidnappent, ils sévissent jusque dans la capitale de la province, donc à Chengdu. Ils n'ont peur de rien et ils ne reculent devant rien. Jiang Tixing ne cherche pas à donner une explication historique du phénomène, alors que les Goulous existent depuis longtemps au Sichuan. Mais il en attribue la virulence incroyable au moment de son arrivée dans la région à la négligence criminelle de l'ancien gouverneur général, un certain Pao Xing, lequel aurait, d'après lui, laissé l'administration de la province aller complètement à volo. Le résultat, c'est que le petit personnel militaire qui peuple son yamen est de mèche avec les malfaiteurs, que lorsqu'on veut procéder à une arrestation, les bandits sont toujours prévenus à l'avance, etc., etc. Même lorsque le gouverneur général va offrir de l'encens dans les temples de la ville, il ne se sent plus en sécurité et il ne quitte ses bureaux qu'avec une lourde escorte. Un exemple de plus, donc, où Jiang Tixing n'hésite pas à formuler les critiques les plus acerbes à l'encontre d'un haut personnage chargé d'honneur, dont il donne bien sûr le nom.
Et le successeur de Bao Xing, celui qui a fait l'intérim avant l'arrivée du grand Xishan, que nous allons bientôt retrouver, est bien pire encore. C'est ce qu'on appelle en français, ou en anglais d'ailleurs, le général Tartare de la province, c'est-à-dire le commandant de la garnison mandchoue, car Chengdu avait une très grosse garnison mandchoue dans une section séparée de la ville. Donc c'est le général Tartare qui fait l'intérim du gouverneur général, et Jiang Tixing explique que c'est un parfait abruti, qu'on ne comprend rien à ce qu'il dit, qu'il est corrompu et qu'il est incapable de maintenir la moindre discipline parmi ses subordonnés. Plus loin dans le texte, Jiang cite également les propos d'un ami à lui, un ancien collègue originaire du Sichuan qui vit à ce moment à Chengdu. Et cet ami lui explique lui explique la même chose. Il lui explique qu'à cause de l'incompétence et de la corruption de Bao Xing et de son successeur, l'insécurité est devenue telle que les gens qui habitent en ville n'ont qu'une idée, c'est d'aller se mettre à l'abri à la campagne, que ceux qui vivent à la campagne veulent venir s'abriter en ville, et que lui-même n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit tellement il craint d'être attaqué par des malfaiteurs. Pour revenir aux bandits Guolu et à leurs complices, Jiang Tixing, lorsqu'il analyse la situation à son arrivée, en vient à la conclusion que les méfaits des bandits n'atteindraient jamais un tel degré d'impunité s'ils ne bénéficiaient de protection partout dans l'administration et dans l'armée, et que c'est donc à ce niveau qu'il faut agir. Il explique par exemple que dans chacun des 10 régiments qui composent la garnison chinoise de Chengdu, il y a des individus qu'il appelle, je vais dire assez curieusement, des patrouilleurs sur mer, des haishun, qui est une expression qui n'existe pas dans le vocabulaire administratif des Qing et que je ne peux pas comprendre ici autrement que comme une sorte d'argot local, si vous voulez. En tout cas, il les appelle des haishun, des patrouilleurs sur mer, et ces personnages, dont on trouve des représentants dans toutes les garnisons, servent en fait d'intermédiaires avec les bandits, les aident à revendre leur butin, les préviennent dès qu'on envoie du monde pour les arrêter, etc., etc. Soit dit en passant, il existe un manuel rédigé par un fonctionnaire qui a été en poste au Sichuan comme magistrat à peu près à la même époque que Jiang Tixing, dans les années donc, 1840 et 1850, et qui évoque lui aussi le banditisme dans la région. Cet auteur s'appelle Wang Zuye, et son ouvrage a pour titre Huanyo Suebi, donc encore une fois les pérégrinations d'un fonctionnaire, donc Huanyo, mais cette fois-ci sous la forme de notes écrites au fil du pinceau, donc Suebi. Il s'agit en effet de notes sur des sujets variés, arrangées sans logique particulière, basées sur des expériences de l'auteur et avec une intention pédagogique explicite. L'entrée du Huanyo Suebi, consacré aux bandits du Sichuan, les désigne d'un nom légèrement différent. Il les appelle les Gulu. Et comme vous pouvez voir sur la feuille, le premier caractère, Gu, avec la clé de la bouche à gauche, n'existe non seulement dans aucune fonte d'ordinateur, mais dans aucun dictionnaire. Donc c'est un caractère local. À beaucoup d'égards, c'est la même chose. Des individus qui pratiquent la prédation et le chantage, à quoi l'auteur ajoute encore le viol, et surtout des individus qui sont en liaison avec les policiers de tous les yamens civils et militaires, lesquels leur servent de protection et les préviennent à l'avance quand les autorités tentent un coup de filet. Si bien que, avant même que les fonctionnaires aient quitté leur bureau pour le dit coup de filet, les brigands se sont déjà envolés. Autrement dit, dans cette notule de Wang Zuye, le nom est très proche, donc Gulu, c'est très certainement le même terme, et les activités sont à peu près les mêmes. Mais il y a quand même une différence intéressante, qui est que dans la description qui nous en est donnée, donc par Wang Zuye, il ne s'agit pas de vagabonds sans attache, venus d'ailleurs et réduits au banditisme pour survivre, mais il s'agit bien d'un phénomène local. Et Wang Zuye introduit le passage en affirmant qu'on ne naît pas Gulu et qu'on ne le devient pas non plus sous l'empire de la faim et du froid. Ce qu'il décrit, ce sont des fils de paysans relativement prospères, mais qui n'ont pas été, mais leurs pères n'ont pas été capables de les tenir. Ils grandissent donc en baignant dans une culture de la violence et un goût pour la bagarre, qui sont, d'après cet auteur, caractéristiques du Sichuan, mais il est vrai que tous les auteurs disent ça de toutes les régions,
Ils commencent par se comporter en petits potentats locaux, en roulant des mécaniques et armés, mais leur mauvaise fréquentation ne tarde pas à les faire basculer dans le banditisme pur et simple. Et ils deviennent alors la terreur des villages environnants et deviennent aussi des alliés de choix pour les bandes qui viennent de l'extérieur. Une sorte de banditisme endogène, en quelque sorte, qui, de ce point de vue, se distingue assez nettement des desperados dont parle Jiang Tixing et d'autres sources sous le même terme, ou en tout cas sous le terme de Golu. Pour en revenir à la population d'errants, ou de vagabonds dont parle Jiang Tixing, tous ces gens qui s'employaient dans les transports et qui se sont retrouvés en rade dans la région et sans moyen de vivre, il a une description assez saisissante de la façon dont ils envahissent Chengdu, la capitale de la province. Il évoque des sortes d'auberges qu'il appelle donc xiedian, qui signifie littéralement, il faut qu'il y ait un mot pour auberge, qui signifie littéralement une boutique de repos, des sortes d'auberges dont les propriétaires étaient des soldats, oui, ceux qui les avaient ouvertes et qui en étaient les propriétaires, étaient des soldats de la garnison ou des employés de la sous-préfecture. Et ces auberges servaient de refuge à toutes sortes de gens et de trafics peu recommandables et qui étaient impossibles à contrôler. Les autorités les ont donc interdites et chaque soir on expulse de la ville les vagabonds inemployés. Ils passent donc la nuit hors les murs en s'abritant comme ils peuvent, sous les ponts, dans des temples ou à l'abri des auvents des maisons. Mais dès avant l'ouverture des portes de la ville, alors qu'il fait encore noir, on en voit des milliers de miséreux qui se pressent en attendant de pouvoir entrer. Et quand on ouvre les portes, ils se précipitent en espérant trouver quelques moyens de subsister. Et dans toutes les villes des environs, c'est la même chose, dit Jiang Tixing, ils s'entassent sur les marchés et ils restent là. Autrement dit, ce qu'il décrit, en d'autres termes, c'est une sorte d'invasion permanente de SDF, si vous voulez, dans toutes les agglomérations de la région, et d'abord dans la capitale provinciale. Et ce sont ces gens qui servent de masse de manœuvre aux vrais bandits, aux professionnels, si l'on veut, lorsque ceux-ci montent des opérations de vol à main armée, qui sont en fait des expéditions de nature quasiment militaire, auxquelles participent, dit Jiang Tixing, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hommes, armés de lances et de hallebardes, qui n'ont pas peur de résister aux forces de l'ordre quand celles-ci veulent bien se mobiliser. Et quand tel est le cas, et que les bandits se trouvent effectivement en difficulté, les chefs ont vite fait de disparaître, et les autorités se retrouvent alors avec sur les bras le reste, c'est-à-dire avec une bande de suiveurs composée de mendiants, de voleurs à la petite semaine, et comme toujours de ces vagabonds sans occupation déterminée dont parlent volontiers les sources, ce qui est une manière de traduire la formule habituelle ouïe yosho, donc yosho, des vagabonds ouïés qui n'ont pas ni de patrimoine ni de métier. Et ce sont ces gens-là à qui les autorités ou les représentants des autorités essaient d'extorquer des aveux afin de boucler les affaires en bonne et due forme. La partie la plus frappante, je crois, du témoignage de Jiang Tixing sur ces 2 années qu'il a passées au Sichuan, c'est celle qui concerne la répression, ou plus exactement les méthodes employées contre quiconque est soupçonné de banditisme, c'est-à-dire de taozai, qui est l'une des plus graves infractions au code pénal. Comme sous d'autres latitudes, il y a une politique du chiffre. Il faut attraper des malfaiteurs et plus il y en a, mieux c'est, car cela prouve qu'on est efficace. Et d'autre part, et ceci est d'une certaine manière une spécificité du droit chinois traditionnel, rien n'est possible sans obtenir des confessions. Dès lors, les pauvres hères dont on s'est emparé vont être soumis aux traitements les plus épouvantables, car on a besoin de leurs aveux pour prononcer des jugements qui sont, le plus souvent, des peines de mort, et qui sont la plupart du temps des jugements injustes. Pour reprendre la formule pudique de Jiang Tixing, les faits ne sont pas nécessairement avérés et les crimes imputés ne le sont pas nécessairement à bon escient. Ceci est une chose, mais ce qui est plus grave, c'est quand les personnes dont la responsabilité est d'établir les faits, qui sont donc chargées des interrogatoires, versent tout simplement dans la brutalité gratuite et dans le sadisme. Ce genre de dérive est dénoncé à maintes reprises dans les pages de l'autobiographie de Jiang Tixing consacrée au Sichuan. Et je dis bien dénoncé, car c'est une chose qui le met extrêmement mal à l'aise et qu'il ne peut en aucun cas approuver.
Il y a d'ailleurs plusieurs raisons pour lesquelles il ne veut pas être associé à de pareils comportements. Il y a certainement la crainte de la rétribution divine, que j'ai mentionnée tout à l'heure, et que Jiang Tixing mentionne très souvent. Mais ces réactions peuvent aussi relever d'un principe d'humanité plus laïque, si vous voulez, disons d'un simple sentiment de décence. Et il affirme aussi à un moment que le gouvernement ne peut pas être respecté et que la justice ne peut pas avoir la moindre efficacité dans de telles conditions d'illégalité et de violence. Comme on va le voir, les interrogatoires des bandits présumés étaient confiés, ou faut-il dire étaient laissés, à toutes sortes de personnes. Tout de suite après le passage que je viens de citer sur ces vagabonds enrôlés par des professionnels du crime et qui se retrouvent seuls face aux tribunaux, Jiang Tixing ajoute qu'il a entendu dire que les fonctionnaires missionnés pour enquêter étaient tous connus pour leur savoir-faire en matière de torture pendant les interrogatoires, pour leur talent à arracher des confessions qui permettaient de boucler les cas et qui se concluaient par des exécutions collectives. Ces fonctionnaires spécialisés dans les interrogatoires, Jiang Tixing les appelle des Weishen Guan, ce que traduit exactement l'expression fonctionnaire missionné pour enquêter que j'ai employée à l'instant. Il s'agit dans la plupart des cas de fonctionnaires sans affectation, donc de ces fonctionnaires en attente d'affectation, de ces robots dont j'ai parlé il y a quelques semaines, à qui le gouvernement provincial confiait toutes sortes de missions particulières et spécifiques répondant à tel ou tel besoin. Et dès lors, quand ils étaient en mission, ils devenaient des fonctionnaires missionnés, donc des Weiyuan. Encore que le mot Weiyuan pouvait aussi bien s'appliquer à des fonctionnaires en poste, à des titulaires, à qui l'on confiait une mission particulière. Et Jiang Tixing en donne plusieurs exemples dans son récit de la répression du banditisme au Sichuan. Ce que ces missionnés avaient à faire en l'occurrence, c'était d'enquêter pour établir les faits, et c'est exactement le sens du mot shen dans l'expression Weishenguan, et ces faits étaient ensuite consignés dans des rapports adressés aux autorités supérieures, accompagnés de propositions de jugement et donc de propositions de sanctions basées sur le code pénal. Des propositions qu'il appartenait à la hiérarchie de confirmer ou au contraire de réviser. Mais dans le cas dont nous parle Jiang Tixing, il est clair que ce modèle procédural, qui est sans aucun doute l'une des choses qui méritent d'être admirées dans le système judiciaire de la Chine impériale, il est clair que ce modèle procédural servait essentiellement à camoufler une justice expéditive administrée sans aucune discrimination, pour faire du chiffre, comme je disais, et pour se donner l'illusion qu'on résolvait par la fermeté et en fait par la terreur, un problème social autrement compliqué. Cela donnait évidemment lieu à beaucoup d'injustices, et il est tout à fait caractéristique de voir que tout de suite après avoir mentionné ce qui précède, quasiment dans la même phrase, Jiang Tixing affirme que les âmes errantes des personnes qui avaient été injustement exécutées se transformaient à chaque fois en démons, Mei Mei Wei Li, et il cite l'exemple de 4 fonctionnaires qui ont vu des démons en plein jour, et les démons se sont vengés en récupérant leur vie, Chui Ming. En bref, les 4 tortionnaires en sont morts. Et Jiang Tixing ajoute qu'il en existe d'innombrables autres exemples, et il en donne en effet plusieurs autres, toujours nommément, plus loin dans le texte. Je parlais de sadisme. Un peu plus tôt dans le texte, lorsque Jiang Tixing parlait des bandits Golu, il expliquait que sous son prédécesseur, ces affaires se réglaient très souvent par des exécutions sanglantes. Il y revient d'ailleurs plus loin et en ajoutant d'autres détails, car ce qu'on lui en a dit semble l'avoir beaucoup frappé. Lorsque des bandits Golu ou présumés tels dont on s'était emparé étaient adressés par les sous-préfectures au juge provincial, donc le prédécesseur de Jiang Tixing, pour être jugés, donc le dit juge provincial de l'époque, commençait par leur faire appliquer 400 coups de planchette, après quoi on les interrogeait et on recueillait leurs dépositions. Et quand ils refusaient de répondre ou qu'on ne savait pas quoi en faire, on les bastonnait à mort en plein tribunal. Au bout d'un certain temps, d'ailleurs, comme les fantômes de ces personnages arbitrairement exécutés revenaient hanter la grande salle du tribunal et que leurs plaintes terrifiaient le petit personnel, on avait décidé de transférer les opérations au temple du dieu de la ville, au Chunhuang Miao. Et là, leur sort se jouait à pile ou face. En quelque sorte,
ont laissé au dieu protecteur de la ville le soin de choisir lui-même les condamnés, ce qui était quand même une garantie. On faisait donc s'agenouiller devant la statue du dieu tous les prévenus qu'on avait amenés là. On consultait les sorts et selon que le résultat était yin ou yang, le prévenu était épargné ou au contraire bastonné à mort devant le dieu. Et pour illustrer la brutalité aveugle de la bastonnade, Jiang Tixing nous dit qu'on voyait parfois la cervelle jaillir du crâne du condamné, il le dit 2 fois dans le texte, ou alors qu'il avait tous les membres brisés, et surtout il conclut que tout cela était d'une indicible cruauté. Tsanku Bukeyen. Tout ce que je viens de raconter, c'est donc ce que Jiang Tixing a trouvé à son arrivée au Sichuan. Mais le gouverneur général qui vient d'être nommé, juste avant lui, a décidé de reprendre les choses en main et de régler une fois pour toutes le problème du banditisme au Sichuan. Et ce gouverneur n'est autre que Qi Shan, le dignitaire mandchou que nous avons rencontré la dernière fois comme négociateur plénipotentiaire face aux Anglais après la première phase de la guerre de l'opium. Vous vous rappelez peut-être qu'après n'avoir pu faire autrement que de céder Hong Kong aux Anglais, sans compter divers autres avantages, Qi Shan avait été désavoué par la cour, qu'il avait été dépouillé de tous ses rangs, chargé de fer et ramené à Pékin pour y être exécuté. Mais on l'avait quand même épargné et il avait été envoyé en exil en Asie centrale. Et après la fin de la guerre de l'opium, il avait été autorisé à reprendre du service et, de fil en aiguille, il en était donc arrivé au poste extrêmement important de gouverneur général du Sichuan. Jiang Tixing exprime la plus extrême admiration pour la stature d'homme d'État de Qi Shan et pour ses extraordinaires compétences dans tous les domaines de l'administration. Il parle aussi de son caractère impossible et de la vie infernale qu'il fait mener à ses subordonnés lorsque ceux-ci n'ont pas l'heure de lui plaire ou quand il considère qu'ils ne sont pas à la hauteur. Le portrait plus que favorable que Jiang Tixing dresse de lui, et ils ont eu d'autres occasions de collaborer par la suite, ce portrait est intéressant car Qi Shan était un personnage hautement controversé. Par exemple, il passait pour être extrêmement corrompu et pouvoir accumuler une fortune colossale dans ses précédents postes, avant ses mésaventures pendant la guerre de l'opium. Une fortune qui lui a été d'ailleurs confisquée au moment de sa condamnation. Or, Jiang Tixing n'a de cesse d'insister sur son intégrité sourcilleuse, sur son refus des cadeaux, sur son indifférence à la flatterie, etc. Et il en fera de même devant l'empereur, lors d'une audience où ce dernier tentait d'obtenir son opinion sur plusieurs de ses supérieurs. Peut-être, après tout, Qi Shan avait-il changé de comportement après avoir frôlé l'exécution en 1842. En tout cas, Jiang Tixing a tout de suite su capter sa faveur en lui expliquant que pour s'attaquer au problème des Golus, il fallait commencer par s'attaquer à ceux qui les protégeaient, c'est-à-dire aux militaires et aux agents d'Yamen avec qui ils entretenaient des relations de complicité qui étaient même leurs sous-traitants. Et il emploie le terme intéressant de baotao, qui signifie littéralement prendre à forfait des activités criminelles. Donc les baos, ce sont tous les gens qui prennent à forfait donc, des activités, des sous-traitants. Et donc, Qi Shan se lance dans une vaste opération de rétablissement de l'ordre. Dans l'autobiographie de Jiang Tixing, tout le début de l'année 1848 est consacré à la répression du banditisme. Qi Shan donne bien sûr l'ordre à tous les fonctionnaires locaux de s'emparer résolument des malfaiteurs, mais il envoie aussi 2 colonels de la garnison de Chengdu monter des expéditions contre les Golus. Il désigne plusieurs fonctionnaires pour s'occuper exclusivement des enquêtes et des interrogatoires dans ses propres bureaux et dans ceux du juge provincial. Et pour commencer, il fait juger et exécuter une centaine de chefs Golus qui avaient été arrêtés par son prédécesseur. Ou plus précisément, il en demande l'exécution, Qing Zhengfa, il en demande l'exécution à l'empereur. Autrement dit, il respecte les formes. Pourtant, la répression ordonnée par Qi Shan est à peu de choses près aussi sauvage que les pratiques dont parlait Jiang Tixing auparavant, et on va y observer les mêmes débordements et les mêmes excès qu'avant. Et à présent, Jiang Tixing en partage une partie de la responsabilité puisqu'il est le juge provincial en titre. Sous la férule du gouverneur général Qi Shan, en fait, ses responsabilités ne se limitent pas toujours à interroger les prisonniers dans ses bureaux ou à gérer des dossiers. Qi Shan l'envoie parfois hors de Chengdu avec des troupes sous son commandement pour chasser, avec l'aide des commandants des garnisons locales,
des parties de bandits dont la présence est signalée ça ou là. Et il semble y en avoir eu beaucoup. Certains des chefs qu'on a réussi à capturer sont jugés et exécutés sur place, ce qui est légal en cas de rébellion avérée, donc prise sur le fait en quelque sorte. Les autres sont ramenés à Chengdu et leur cas est traité de façon plus conforme à la procédure, ce qui signifie de grandes sessions d'interrogatoire en présence de plusieurs fonctionnaires. Le but est toujours de dresser la liste exacte des forfaits des personnages qu'on a capturés afin que le rapport qui sera envoyé au trône soit sans faille. Et pour cela, il faut à chaque fois des confessions signées par les prévenus. En principe, les exécutions n'ont lieu qu'après avoir obtenu l'approbation du gouvernement central. Mais dans un cas au moins, celui d'un chef dont le dossier était particulièrement chargé, le condamné était tellement malade, ce qui signifie probablement tellement mal en point à cause des tortures auxquelles il avait été soumis pendant les interrogatoires, que Tsi-Shan, qui craignait qu'il ne soit déjà mort quand l'autorisation arriverait, l'avait fait exécuter tout de suite afin que justice soit effectivement faite. Mais il n'y a pas que la lutte contre les Golus et autres bandes armées contre lesquelles Jiang Tixing mentionne des opérations qui sont presque des opérations de temps de guerre. Il y a aussi la justice criminelle courante qui est la première responsabilité en fait du juge provincial. Il relate d'ailleurs dans le courant du texte un assez grand nombre d'affaires intéressantes ou bizarres ou mal jugées par des fonctionnaires locaux incompétents ou corrompus qu'il a donc eu à traiter lui-même. Mais ça, je n'en parle pas aujourd'hui. Et dans ce domaine, donc de la justice criminelle courante, Jiang Tixing a apparemment fort à faire pour rétablir un semblant de régularité et même d'humanité dans les pratiques locales. Il y a par exemple le problème des prisons. Normalement, les criminels en attente de jugement ou en attente d'exécution, après un jugement, étaient gardés dans les prisons officielles attachées au yamen des diverses administrations locales, y compris celui du préfet de Chengdu et celui du juge provincial. Or, et c'est une pratique qui est également mentionnée dans d'autres provinces, Jiang Tixing nous dit que toutes les sous-préfectures du Sichuan maintenaient également ce qu'on pourrait appeler des prisons provisoires ou des prisons de transit, et qui étaient appelées en chinois tiafang, un terme qui désigne normalement un poste de contrôle ou un poste de douane. Et ces prisons provisoires étaient administrées entièrement par le petit personnel des sous-préfectures, hors de tout contrôle. Elles étaient totalement illégales. Et il y a même un sous-article du Code pénal qui interdit les prisons privées. Et les conditions qui y régnaient étaient épouvantables. Ou plutôt, à en croire Jiang Tixing, elles étaient encore bien plus épouvantables que dans les prisons régulières. Il pouvait s'entasser là, et pour de longues périodes, des centaines de personnes affamées, privées de la lumière du jour, non seulement des prévenus, mais aussi des témoins qu'on voulait garder sous la main, et non seulement des personnes impliquées dans des affaires criminelles, mais aussi des parties impliquées dans des conflits ordinaires ou des conflits civils, si l'on veut, encore que ce terme de civil soit délicat à manier dans le droit traditionnel chinois. Je veux dire impliqués dans ces conflits qui concernaient des affaires de famille et de mariage ou les problèmes de propriété et d'endettement, etc., et qui, en règle générale, n'étaient pas supposés impliqués d'emprisonnement, puisque les personnes concernées n'étaient pas de dangereux criminels. Jiang Tixing ordonne donc la destruction de ces tiafang partout dans la province et la libération immédiate des prisonniers qui ne sont impliqués que dans des affaires civiles, tandis que les autres sont répartis ailleurs en fonction des crimes dont ils sont accusés. Sa circulaire a-t-elle été vraiment suivie des faits ? Il affirme bien sûr que oui, mais c'est de toute façon difficile à vérifier. En tout cas, d'après ses calculs, cela représenterait beaucoup de vies sauvées, puisque avant la suppression de ces prisons de transit, il y mourrait, dit-il, chaque année 1000 à 2000 personnes pour cause de maladie ou de mauvais traitements. Dans ce même souci d'humaniser la justice, ou au moins de revenir à un niveau de violence normal, Jiang Tixing nous parle encore de ses efforts pour régler et limiter autant que faire se peut l'application de la torture. La torture qui était, ne l'oublions pas, une procédure normale et parfaitement légale au cours des interrogatoires, mais avec des techniques autorisées et bien répertoriées, et aussi avec au moins l'impératif moral de ne pas en abuser, sans parler du caractère contre-productif de l'usage de la torture à tort et à travers. Et ça, c'est un problème dont il est très souvent question dans les manuels de fonctionnaires et dans d'autres ouvrages du même type. Mais là,
ce qu'il peut faire est essentiellement limité par les exhortations essentiellement limité aux exhortations qu'il dispense aux fonctionnaires missionnés, donc toujours les Weiyuan, à qui sont sous-traités les interrogatoires, y compris dans son propre tribunal. Et dans ce dernier cas, il nous dit qu'il essaye d'y assister le plus possible en personne pour veiller à ce que les choses se passent bien. Il cite d'ailleurs les noms de plusieurs de ces fonctionnaires auxquels on a coutume de confier l'interrogatoire des criminels, dont certains sont, d'après lui, des spécialistes de grande qualité. Et il en cite aussi plusieurs autres qui ont abusé de la torture pour extorquer des confessions dont ils pensaient qu'elles plairaient à leurs supérieurs, à tel point qu'ils en ont connu des morts étranges poursuivis par les fantômes de leurs victimes. Certains se sont même suicidés. Et là encore, il donne toute une série de noms de gens qui ont mal fini pour avoir été des tortionnaires sans discrimination. En règle générale, d'après Jiang Tixing, l'usage de la torture est particulièrement virulent au Sichuan et la répression contre les bandits Golu semble bien avoir été le prétexte à beaucoup d'excès, là encore confinant, d'après certaines de ses descriptions, au sadisme, avec d'ailleurs la bénédiction de Xishan qui voulait des résultats. Jiang Tixing affirme quelque part qu'il a honte de détenir le pouvoir de torturer ou de superviser l'usage de la torture. Lorsqu'il est tenu informé, il fait tout pour éviter des excès, nous dit-il, mais quand on ne lui fait pas de rapport, il n'a pas les moyens d'interdire quoi que ce soit. Et il dit aussi que sa concubine, qui vit avec lui au Yémen, son épouse principale est décédée depuis un certain temps, et qui entend le bruit du fouet à proximité de ses appartements, en a assez et souhaite qu'il soit muté ailleurs. Le récit par Jiang Tixing de ses expériences au Sichuan est à mes yeux extrêmement précieux. Et s'il l'est, c'est parce qu'il nous donne à voir le fonctionnement quotidien d'une justice qui ne suit les procédures que sur le papier et qui est en fait l'application d'une violence d'État pratiquement sans contrôle, malgré les efforts de quelques fonctionnaires légalistes comme Jiang Tixing pour imposer justement quelques contrôles. Je ne connais pas d'autres sources qui montrent cela de façon aussi immédiate et aussi réaliste. Cette représentation que nous donne l'autobiographie de Jiang Tixing ne résume certainement pas la justice impériale chinoise, loin de là. Et il existe un large corpus de documents, y compris les narrations judiciaires à la première personne, comme celle que j'ai analysée cette année en séminaire, pour nous en convaincre. Et surtout, au Sichuan en 1848, nous sommes sous un régime d'exception, comme il y en a toujours quand on est en état de guerre. Et la campagne contre le banditisme initiée par le gouverneur général Xishan est proche d'un état de guerre. Des circonstances comme celle-là, il y en aura de plus en plus dans les années suivantes. Et la seconde moitié du XIXe siècle est précisément celle où le gouffre entre la sophistication du droit chinois et le caractère contraignant de ses procédures, d'une part, et d'autre part, l'invasion des procédures d'exception pour faits de guerre ou de rébellion, où ce gouffre va s'élargir très dangereusement. Mais cela, c'est un monde en grande partie différent de celui dont je vous ai donné cette année quelques aperçus à travers ces témoignages uniques que nous livrent les documents autobiographiques, ou en tout cas certains d'entre eux. Les dernières années des Qing sont à bien des égards un univers différent, et cet univers, j'en parlerai donc l'année prochaine, toujours à travers les documents autobiographiques. Je vous remercie.